Le handicap demeure un sujet encore trop peu exploré dans nos sociétés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 16% de la population mondiale vit avec un handicap et continue de faire face à de profondes inégalités. En Afrique, cette vulnérabilité s'accentue. Les personnes en situation de handicap sont souvent fragilisées. À titre d'exemple, seulement 20% d'entre elles occupent un emploi sur le continent malgré la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006. Au Cameroun, les personnes handicapées représentent environ 5,4% de la population. Le défi de leur inclusion reste majeur, même si le pays dispose d'un cadre juridique, notamment la loi du 13 avril 2010, portant protection et promotion des personnes handicapées. Cependant, malgré ces avancées législatives et diverses campagnes de sensibilisation, la marginalisation persiste. Accès limité à l'éducation, exclusion du marché du travail, stigmatisation sociale, autant d'obstacles qui freinent leur pleine participation à la vie nationale. Assumer son handicap, oser s'exposer pour ne plus être mis de côté, c'est le combat quotidien de nombreuses personnes. Parmi elles, un Camerounais s'est distingué par son parcours hors du commun, Coco Bertin. Déficient visuel, devenu leader et modèle de résilience sans filtre, il nous confie l'histoire de sa cécité, les batailles qu'il a menées et les victoires qui ont jalonné sa vie personnelle et celle des déficients visuels du Cameroun dont il est aujourd'hui une figure emblématique en tant que cofondateur du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Une vie sans vue, plongée dans cet univers inconnu du jour au lendemain. Coco Bertin, 59 ans, est l'exemple même de celui par qui l'impossible est possible. Dans son domicile au quartier Eke à Yaoundé, ce déficient visuel a réussi à donner forme à sa vie malgré son handicap. Bon, si je te mets ça, je ne veux plus ajouter le mien. Non, pas besoin, pas besoin. Troisième d'une fratrie de 8 enfants, Coco Bertin a cessé de voir la lumière du soleil à l'âge de 15 ans. Plongé dans un désespoir profond, il a songé plus d'une fois à mettre fin à ses jours. Mais au milieu de cette obscurité, une lumière d'espoir, celle de sa petite famille. Entouré de sa femme Cécile et de sa fille Grace, Coco Bertin croque la vie à pleines dents. Sur l'alphabet, on voit les points braille dans la bonne position, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Oui. C'est-à-dire que tu vas voir 2 points par exemple, tu ne sauras pas que c'est le point 1 et le point 4. Grandi dans cet environnement, je dois quand même dire que tout ce qui concerne les personnes handicapées, les petits éléments de tout ce qui est handicap en général, ça m'intéresse parce que c'est un apprentissage de plus. Connaître le braille, c'est important. Connaître la langue des signes, c'est important également. Donc, c'est tout ça qui m'intéresse en général. Le regard des autres? Ça me dit rien du tout. Ça ne m'intéresse pas. L'influence que les autres peuvent avoir, ce qu'ils peuvent penser, etc., ça ne m'intéresse pas. Par contre, c'est vrai que dans mon environnement, il y a plutôt beaucoup de personnes qui vont me poser énormément de questions. Il n'y a pas de réaction négative, en tout cas même s'il y en a, je ne vais pas remarquer. Voir qu'il a été capable d'accomplir de si grandes choses avec un handicap, ça me prouve que moi qui ai toutes mes facultés, je dois pouvoir être capable d'accomplir de plus grandes choses. S'il est une source d'inspiration pour ses enfants, il est encore plus pour sa femme Cécile. Mariée depuis 25 ans, Coco Bertin et son épouse ont 5 enfants. Ce cocon familial est une preuve que l'amour peut triompher de tous les obstacles. Certaines personnes trouvaient que ce n'était pas normal que j'épouse une personne handicapée visuelle, que je dois accompagner tous les jours alors que j'ai déjà une charge. Surtout qu'à l'époque, on savait qu'une personne handicapée était une personne dépendante. Mais je ne voyais pas la chose comme les autres. Je voyais un jeune dynamique qui se bat dans la vie, qui veut réussir, qui essaye de transcender les difficultés, qui fonce. Là où les portes ne s'ouvrent pas, il force pour que les portes s'ouvrent. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Je ne veux pas dire que ça a toujours été facile, hein, parce que moi, j'avais un travail, j'ai mon salaire, et lui, il devait vivre
des petites activités qu'ils pouvaient mener pour gérer la maison et tout ça. Ce n'était pas toujours facile. La foi en Dieu, nous avons toujours cru qu'on peut transcender toutes les difficultés. Ce soutien, le déclic. Coco Bertin a rêvé grand et a eu le cran de mettre sur pied le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, CEJAC. Sa vision, redonner de l'espoir aux personnes aveugles et malvoyantes. Ce sont des journées chargées, des réunions qui s'enchaînent. Coco Bertin assume pleinement ses fonctions de directeur général du CEJAC. Alors, compte tenu de notre agenda très chargé, agenda de la journée et même de la semaine, nous n'allons pas être longs. Sa vie est une quête d'excellence permanente en faveur de cette couche vulnérable à laquelle il appartient et dont il porte les stigmates. Ce jour-là, Coco Bertin reçoit dans son bureau 2 cadres du ministère de l'Éducation de base. Loin d'une visite, c'est une séance de formation, un coup de braille. Milligrammes. Alors, vous introduisez le papier et vous me dites quand vous êtes prête. Vous allez vous servir du poinçon pour écrire. Alors, moi, j'appelle souvent ça le bic qui ne finit jamais. Dictée 2 points. Nous avions choisi le professeur Coco Bertin parce que c'est lui l'image phare de l'éducation inclusive au Cameroun. On s'est rendu compte qu'on a longtemps négligé les enfants à besoins spécifiques. Pour les aider, il faut connaître le braille. Et en tant qu'enseignante, apprendre le braille me permettra d'enseigner encore plus, c'est-à-dire toutes sortes d'élèves, handicapés visuels ou pas. Vraiment, ça sera pour moi une occasion de participer à l'inclusion scolaire au Cameroun. Et pourquoi pas dans le monde entier? En plus de ce poste de responsabilité au CEJAC et celui de formateur, il possède d'autres casquettes. Agriculteur, artiste musicien et expert en développement inclusif. Un chemin parsemé d'embûches aux côtés de son ami Martin Luther, lui-même déficient visuel et cofondateur du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Nous sommes de la 9e promotion des apprenants de l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Boya, le Rehabilitation Institute for the Blind. Et à notre sortie, il y avait donc 8 promotions qui sont sorties avant nous et nous sommes allés vers les aînés qui étaient sortis de cette école de Yaoundé pour leur dire voilà, nous avons l'idée de créer une structure qui va nous permettre de mettre en pratique nos connaissances et aussi de former d'autres personnes handicapées visuelles. Et je peux vous dire qu'ils ont ricané en nous disant l'argent qu'on vous a donné à la sortie comme prime d'installation, là, allez manger ça. Nous, vos aînés, on a pensé à tout cela et ça ne marchera jamais. Heureusement, on a entendu un autre son de cloche. On est allé voir feu le philosophe René Philambre. Et tout de suite, il nous a encouragés. Lorsque nous avons réussi à construire le siège du CEJAC, je peux vous dire que ça a attiré pas mal de jalousie. Certains de nos propres collaborateurs ont commencé à écrire à nos partenaires financiers, n'est-ce pas, en Occident, pour vraiment parler très très mal de nous, disant que voilà, les fonds envoyés pour la construction du siège du CEJAC ont servi plutôt à nos besoins privés, Martin et moi, et ça a créé des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Ça fait 2 difficultés qui ont constitué pour moi des défis. Et c'est ainsi qu'à 49 ans, je décide d'aller présenter l'examen du BEPC. En Bala 2, en 2015, je fus donc candidat et le résultat fut positif. Et du coup, ça a donc décuplé en moi l'envie d'apprendre, l'envie d'aller plus loin. Je me suis dit, il ne faudrait pas que les partenaires continuent à se moquer de moi. Ce qui m'a donc amené à poursuivre des études au point d'obtenir 2 masters, dont l'un en management des projets et l'autre en sciences de l'éducation. Et comme vous savez, je suis actuellement doctorant à l'université, à Institut University. Je suis aussi une personne handicapée. Je dis souvent que c'est Dieu qui a permis à ce qu'il nous met sur un même chemin. C'est comme si ce qu'il pense,
C'est ce que moi aussi je pense. C'est ça qui fait notre force, puisque on ne badine pas avec une activité que nous avons déjà conçue et on ne laisse rien, on va jusqu'au bout. C'est pour cela que vous voyez ce que nous réalisons ensemble et on se soutient. Parce que quand tu n'as pas de soutien, tu ne peux pas facilement aller de l'avant. Avec son logiciel de synthèse vocale pour l'épauler, l'usage du téléphone Android est loin d'être un problème. À l'autre bout du fil, l'un de ses partenaires, l'UNESCO. En projet, le financement de la production du matériel didactique spécialisé en matériaux locaux pour équiper les écoles inclusives. On ne peut pas dire que l'État n'a rien fait pour nous. Quand la première dame a été informée, elle a été tellement surprise de voir des efforts de personnes handicapées au Cameroun qu'elle a décidé de venir elle-même inaugurer le siège du CEJAC. Elle a entièrement équipé la structure. Au-delà des activités de formation que nous menons au niveau du CEJAC, nous faisons beaucoup de plaidoyer pour l'amélioration des conditions des personnes handicapées. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements. Il y a eu une loi qui a été adoptée en 2010, dont le décret d'application a été signé en 2018. Aujourd'hui, la politique nationale de l'éducation inclusive a été validée au niveau du Cameroun en octobre 2024. Tout ceci a bénéficié de notre modeste contribution. Donc on peut dire qu'il y a une évolution. Mais nous pensons qu'au regard de nos efforts, au regard de la thématique sur laquelle nous travaillons, le gouvernement devrait faire beaucoup plus que ce qui n'est fait pour le moment. Une organisation comme la nôtre devrait bénéficier de subventions conséquentes. Voyez-vous, nous accueillons ici-là les enfants à besoins spécifiques, les enfants de tout type de handicap, les enfants déficients visuels, les enfants autistes, les enfants malentendants, les enfants handicapés moteurs, et la liste est très très longue. Nous formons par an près de 700 enfants dans nos différentes structures de formation. Il me semble que le gouvernement devrait faire des efforts pour que nous n'ayons pas besoin de passer des nuits sans sommeil en nous demandant comment est-ce qu'on va payer le personnel. Ailleurs, le personnel d'une structure comme celle-ci est entièrement financé par l'État. Nous pensons aussi que l'État camerounais devrait valoriser les modèles. Moi, j'ai vu mes collègues qui sont dans d'autres pays qui n'ont pas du tout l'envergure que nous avons au niveau du Cameroun. Ils sont, tenez-vous bien, c'est le cas par exemple aujourd'hui au Sénégal, conseillers du président de la République chargé des questions de handicap. Mais dans notre pays, le talent des personnes en situation de handicap n'est pas suffisamment valorisé. Or, nous pensons que si on valorise ce que j'appelle les modèles dans notre pays, ça va constituer un grand encouragement pour la jeune génération lorsqu'ils vont se rendre compte que voilà, l'État a reconnu les efforts d'un tel et d'un tel. Nous devons nous aussi redoubler d'ardeur au travail pour parvenir à ce niveau. Un handicap qui demande des efforts au quotidien, certes, mais Coco Bertin a réalisé une prouesse remarquable qui éclaire un nouveau chemin pour tous ceux qui croient en une société inclusive en faveur des personnes handicapées. Parce que pour lui, perdre la vue ne saurait réduire une vision claire et déterminée. Si les hommes en situation de handicap parviennent à dépasser leurs limites pour s'imposer dans la société grâce à leur succès professionnel, les femmes handicapées, elles aussi, cassent les codes. Déficiente auditive, Sandra Martine Goyebga, 32 ans, est une jeune Camerounaise qui a accompli une véritable prouesse. Devenir la première femme handicapée infirmière du pays. Aujourd'hui, elle exerce au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger au quartier Etoukébé à Yaoundé. Elle nous partage un parcours exceptionnel, jalonné de défis, mais aussi de courage et de passion. Voici l'histoire d'un amour pour un métier, un amour plus fort que tous les obstacles.
C'est une communication entre deux mondes, celui de cette infirmière supérieure sourde et de son patient entendant. Je comprends pourquoi. D'accord. Ici, ça évolue, c'est bon. Toutes la douleur, les paramètres sont déjà normaux. C'est que ça va. Dans cette attention, ce sont des regards profonds et une connexion sur des lèvres pour déboucher à une possible conversation fluide. Sandra, 32 ans, est déficiente auditive. Elle est en service au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger de Toukébé à Yaoundé. À l'âge de 3 ans, elle plonge dans le silence de la surdité. À cause de la méningite, c'est par cette maladie que je suis devenue sourde, oui. Un jour comme ça, elle s'est réveillée et puis elle avait l'impression qu'elle n'entendait plus les sons des bruits autour d'elle. Cette lecture sur les lèvres, elle le doit au cours d'orthophonie reçu dans son enfance. Ça rend habituel un moment unique entre elle et ses patients. D'accord, c'est bien. C'est bien. S'ils ont fini par s'adapter à son handicap, c'est parce que Sandra leur apporte une bonne dose de gentillesse et d'humour pour les apaiser. Au début, ce n'était pas facile. Mais au fil du temps, oui, nous avons appris à communiquer de façon verbale. Il faut essayer de lire sur ses lèvres. Elle aussi, elle le fait à son tour. Parce que si tu parles rapidement, elle ne pourra pas comprendre, lire sur les lèvres et comprendre ce que tu dis. Oui, afin que la personne qui est en face d'elle puisse décrypter ou alors saisir le mot ou alors lire les phrases qu'elle est en train de prononcer à travers ses lèvres. Donc, elle a appris, elle a inculqué ça à ses patients au fil du temps. Et aujourd'hui, la communication n'est pas un frein dans lui. Cette méthode-là n'est pas un frein pour elle. Et dans un autre côté, il y a même les malades qui apprennent auprès d'elle. C'est-à-dire qui apprennent certains petits signes, puisqu'au passage, elle apprend également des petits signes à ses patients-là. Comment dire bonjour, comment dire merci, comment dire au revoir, comment dire je suis contente, ou bien je suis malade, des petits signes comme ça. Cette ambiance conviviale, la jeune dame ne l'appréhendait pas il y a 2 ans, lors de ses premiers pas dans le métier. Elle dit, en réalité, il n'y a pas d'interprète tous les jours. Et elle essaie de communiquer avec ses collègues, les patients, de manière orale. Elle pense que pour elle, la première difficulté qui demeure, c'est vraiment la communication. Elle dit au départ, ça n'a pas été très facile. Elle avait parfois des pincements au cœur. Elle était souvent triste. Parfois même, elle avait honte. Elle perdait l'estime de soi-même. Mais avec le temps, elle a appris à rendre les choses plus faciles. Elle a appris à se développer. Elle a appris à continuer. Elle a appris à se battre et à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle a accepté son handicap. Parce que la première guérison, la sortie de handicap, c'est d'abord d'accepter sa situation. Et lorsqu'on a accepté sa situation, on peut facilement être résilient. Oui, elle parle de la discrimination, le rejet des autres. Elle n'accepte pas souvent le rejet des autres. Pour y arriver, il fallait bien compter sur ses collègues. Le dialogue ne passait pas bien entre elle et moi pour un début. Mais avec le temps, j'ai aussi appris, quand ça ne va pas, elle écrit, on fait les SMS pour m'expliquer ce qu'elle veut par là dire. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je me suis adaptée à son rythme. Aujourd'hui, là, non, tout va très bien. C'est une expérience qui date de plus de 20 années aujourd'hui, parce que je l'ai eue pendant mes années de formation, je l'ai eue comme élève. Et aujourd'hui, elle est ma collègue. C'est un plaisir immense de pouvoir travailler aux côtés d'une personne que nous avons formée, qui aujourd'hui a pu développer des compétences inimaginables pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne peux qu'être fier des prémices que j'ai eues à faire avec elle. Infirmière diplômée d'État,
Ce rêve devenu réalité pour Sandra, une opportunité grâce à la loi du 19 mai 2022 fixant les modalités d'octroi de la dispense d'âge aux personnes handicapées lors des concours administratifs et des recrutements dans la fonction publique de l'État au Cameroun. Première femme déficiente auditive au Cameroun et infirmière, les obstacles dressés sur son chemin sont devenus un atout pour obtenir en 2023 sa licence en sciences de la santé. Dans une salle de classe, ce n'était pas très évident. Parfois, ses camarades la taxaient de menteuse parce qu'en certain moment, il y avait une incompréhension qui s'installait entre eux. Et aussi, il y avait des personnes autour d'elle, des enseignants et certains camarades, des personnes de la hiérarchie, c'est-à-dire des personnes responsables qui l'ont encouragée, qui l'ont soutenue. Il y avait des camarades qui l'encourageaient, qui la soutenaient. Ces camarades, parfois, l'aidaient à copier les cours. Et parfois, elle également, elle copiait les cours. Et il y avait des enseignants qui projetaient les cours. Et là, c'était un peu plus facile pour elle. Et lorsqu'elle avait des notes, lorsqu'elle arrivait à la maison, elle se mettait au travail. Elle lisait, relisait, lisait et relisait encore. Elle faisait également des recherches. Elle faisait des recherches pour mieux comprendre ce qui était enseigné. Et quand elle ne comprenait pas, elle essayait de noter ses difficultés, ses incompréhensions quelque part. Et le lendemain, elle se dirigeait vers l'enseignant ou les enseignants qui étaient responsables de cette discipline afin qu'on lui apporte d'autres explications relatives aux leçons qui ont été faites à la veille. C'est comme ça qu'elle travaillait. C'était un peu son petit secret. Il faut d'abord agrandir la communauté des interprètes. S'il n'y a pas d'interprètes, ils sont comme mis de côté. Ils n'ont pas accès à l'information au moment T. Et elle voudrait également que le gouvernement essaye d'adapter les environnements propres à leur déficience et que l'on construise également des écoles de formation pour les personnes qui veulent apprendre la langue des signes et construire également des écoles pour l'éducation des tout petits, c'est-à-dire les enfants déficients auditifs. Et pourquoi pas des universités seulement adaptées pour déficients auditifs. Une liste de revendications qui suffisent à peine sur une fiche d'ordonnance. En attendant les améliorations de soulagement pour inoculer aux personnes handicapées des résolutions favorables à leurs conditions de vie, Sandra Ngoyebga est un bol d'oxygène pour les femmes handicapées. Elle a su être confiante et sereine quant à l'avenir. Qu'elles soient aveugles, clouées dans un fauteuil roulant ou condamnées à marcher avec des béquilles, les personnes handicapées partagent un point commun. Une envie de vivre plus forte que leurs limites. Et aucun secteur ne leur fait peur. Dans le reportage qui suit, vous allez découvrir Raymond, handicapé moteur. Sa passion pour le journalisme est devenue le moteur de sa réussite. Elle lui a permis de surmonter les frustrations, de dépasser les obstacles et de gravir les échelons jusqu'à devenir directeur de publication du journal Le Reporter Hebdo. Pour lui, aucun rêve n'est inaccessible. Faire du journalisme en béquille, devenir DP, oui, tout est possible. Et comme il aime le dire, ça marche. Mon mari ne peut pas être handicapé. Quand on va aller présenter à mes parents, on va dire quoi? Que donc, avec tous les hommes qu'il y a dehors, c'est celui que tu nous amènes ici. Vous suivez les raisonnements. Sa voix sourit malgré la complexité du quotidien. À l'âge de 8 ans, je suis atteint par la poliomyélite. La poliomyélite paralyse mon pied droit. Et à l'époque, c'est comme selon les explications de maman, à l'époque, on utilisait une seringue pour 5 personnes. C'est un virus. Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas les seringues, il n'y avait pas... Donc si on m'injecte, qu'on doit injecter quelqu'un qui a le palu là, ou bien qui nécessite une injection, on utilise la même seringue. Donc c'est comme ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de centre de santé véritable. Et c'est comme ça que je suis atteint par la poliomyélite. J'étais dans une famille qui n'avait pas assez de moyens.
Et généralement, dans les familles, quand vous avez une personne à mobilité réduite, il est parfois abandonné. Il est parfois traité de tous les noms, parce que déjà, on vous voit comme si c'est la sorcellerie. On vous voit comme c'est pas celui qui ne peut rien faire dans sa vie, qui ne pourra même rien faire dans sa vie. Et tu dois vivre avec le handicap. C'est pas facile. Une vie qui bascule, une enfance très difficile. Raymond, 39 ans, a dû bien s'appuyer sur ses 2 béquilles pour affronter les mauvais vents de la vie. Ça n'a pas été facile au départ. Ce n'a même jamais été facile. L'accessibilité dans les édifices publics, quand tu as besoin peut-être d'un service, peut-être que quand tu veux payer, tu veux être en règle au niveau des impôts, quand tu veux courir derrière une facture pro forma, parfois les services sont au 3e, 2e, 4e étage. Une personne en mobilité va faire comment pour arriver à ce niveau-là? Il y a même plus grave. Vous arrivez dans un ministère. Ce ministère a les escaliers et ce ministère a les ascenseurs. On vous dit, la personne qui gère l'ascenseur vous voit. Hein? Ce n'est pas qu'il ne vous voit pas, il vous voit. Il vous dit que vous ne pouvez pas entrer à l'ascenseur, que c'est réservé pour le ministre, que c'est réservé pour l'autorité. Donc, il y a un problème d'éducation. Ce n'est pas que tu te lèves chez toi pour aller te balader dans un ministère. Tu pars parce que tu veux un service ou bien tu veux qu'on te rende un service. Mais tu trouves quelqu'un qui te dit que non, tu ne peux pas entrer parce que c'est réservé au ministre. Il ne cherche même pas à savoir que la personne qui est devant moi a une mobilité réduite par conséquent. Il n'est pas comme tout le monde. Il faut quand même lui donner ce coup de main pour qu'il arrive vite et rentrer et faire ce qu'il doit faire. Il rentre. Plus grave encore, il y a des problèmes de parking. Je ne peux pas compter le nombre de fois qu'on a déjà saboté mon véhicule. Quand vous parcourez tout Yaoundé, il n'y a pas de place de parking pour les personnes à mobilité réduite. Il n'y a pas. Il y a des frustrations à un niveau où vous pouvez pas imaginer. Une femme te dit carrément que qui va aller présenter une personne handicapée dans sa famille. Vraiment. Tu vois, tu es d'abord glacé, ça ne donne même pas le courage d'aborder une femme. Hein? La femme a même honte de marcher avec toi, d'être avec toi. Vous ne connaissez pas ce que les personnes handicapées vivent là-dedans. Hein? Un long parcours qui l'a bonifié, une passion du métier de journalisme qui l'a fortifié. Un handicapé moteur, directeur de publication du journal Le Reporter Hebdo, Raymond a dû bouger les colonnes de sa vie pour faire la une. Directeur de publication, c'est l'amour du métier, le journalisme. Alors, je travaillais, quand je fréquentais à Douala, à Ipen Ndjonjo, en 2000, je crois, en 2008, quand je fréquentais là-bas. Je faisais en même temps que je partais à l'école, en même temps je partais faire les stages à la radio, comme un émetteur en ondes. Et puis, tellement j'aime ce métier, c'est comme ça que petit à petit, je vais commencer à apprendre comment ça se passe. Il y a beaucoup d'exigences. Il faut être professionnel, il faut être méticuleux, il faut être précis. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. Donc, c'est comme ça qu'à force de forger, nous sommes devenus forgerons. On est devenu un directeur de publication respecté et respectable. Aujourd'hui, je suis au 555e numéro de mon journal Le Reporter Hebdo. Et Le Reporter Hebdo, Le Reporter Sport, Le Reporter Magazine. J'ai même en ligne Le Reporter... Le reporter info.com en ligne. En dehors de ça, j'ai une imprimerie. Le Reporter Hebdo. L'imprimerie, et vous, là où vous êtes aujourd'hui, Félix Design. Ça, c'est une de mes entreprises également. Et si on est spécialisé dans tout ce qui est sérigraphie, infographie numérique. Vous voyez les enfants qui sont aussi là, c'est les enfants qui viennent se former en infographie, en sérigraphie, comment utiliser ces machines que vous voyez là. Les machines qui floquent les t-shirts, les casquettes, les banderoles, tout. Donc on est en dehors de chercher l'argent, on forme aussi les Camerounais. On est au 40e jour de la formation. Nous sommes à la 3e semaine de formation, mais les apprenants assimilent plutôt bien.
Vraiment, quand je travaille avec lui, je n'ai pas cette impression d'être en face de quelqu'un handicapé, bien au contraire. Parce qu'il brille par son professionnalisme et sa manière de faire. C'est difficile de trouver quelqu'un comme lui, une personne handicapée, être dans ce domaine. Si lui, qui n'est pas apte comme moi, a pu atteindre ce niveau, qu'est-ce qui m'empêche de fournir les efforts nécessaires? Pas pour atteindre certainement son niveau, mais pour essayer de se rapprocher de ce niveau, ça motive. Pour le directeur de publication, l'appui des pouvoirs publics serait une nouvelle page qui pourrait être mieux écrite. Le gouvernement fait assez, mais ce n'est pas largement communiqué. Donc c'est d'éclater le ministère des Affaires sociales. On l'éclate et puis on responsabilise par rapport aux catégories d'handicap. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Normalement, ce n'est pas que les personnes handicapées ne partent pas à l'école. Hein. C'est les gens extrêmement intelligents, extrêmement calés. Mais les postes qui doivent revenir à ces personnes-là, est-ce qu'ils ont ce poste? Tu vas voir les gens même qui n'ont rien à voir avec le monde handicap, c'est eux qui occupent ce poste. Ils naguent même les personnes handicapées. Voilà le problème que nous avons dans notre pays. Il y a quand même quelques efforts. Ils sont deux au ministère des Affaires sociales. Ils sont, s'il y a 30 directeurs au ministère des Affaires sociales, 2 personnes handicapées occupent le poste de directeur ou sous-directeur. 2. S'il entrecoule à flot dans cette couche vulnérable, c'est parce que les personnes en situation de handicap ont fait de leur inclusion une véritable ligne éditoriale. Prêter une oreille attentive à leurs problèmes, leurs besoins et doléances, le gouvernement camerounais est conscient de sa responsabilité vis-à-vis des personnes handicapées. Dans cette protection de leurs droits, un vaste arsenal juridique a été mis en place, notamment la loi du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées, l'arrêté du 14 août 2018 fixant les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'invalidité, l'arrêté du 19 mai 2022, lui, fixe les modalités d'octroi de la dispense d'âge aux personnes handicapées lors des concours administratifs et des recrutements dans la fonction publique de l'État du Cameroun. Le décret du 28 décembre 2021. Au-delà de ces textes, des actions concrètes, notamment la réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées à travers 4 institutions publiques spécialisées, ainsi que l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle matérialisée par la création et la transformation de 71 établissements scolaires publics pilotes. Pour renforcer ces efforts, plusieurs associations interviennent pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées et favoriser leur participation au développement. L'association Solidarité nationale pour le développement des personnes handicapées, SONADEFA, en est un exemple. C'est une association qui œuvre pour la promotion des personnes handicapées et à mouvoir les personnes handicapées à sortir de la mendicité, que l'homme handicapé doit être indépendant. Composée de 11 membres, cette association œuvre pour offrir un avenir et une activité génératrice de revenus à cette couche vulnérable. Elle soutient notamment des projets dans la production de charbon, la pisciculture et la pâtisserie. On a 1, 2, 3. Notre activité principale, c'est la pisciculture hors sol. Et nous faisons la pisciculture hors sol adaptée à notre handicap. Et il y a aussi quelques membres de l'association qui font dans le secteur informel. Par exemple, le call box. Il y a ceux qui ne nous encouragent pas. Par exemple, le locaux où nous venons faire la réunion ici, qui est comme notre bureau, c'est une personne valide qui nous confie. Il nous encourage. C'est psychologique. Donc, moi je dis souvent, l'handicap est dans la tête. Quand tu te sens déjà handicapé dans la tête, tu es vraiment handicapé. Mais si tu te sens pas, si tu braves ton handicap déjà étant dans la tête, là, tu n'es plus handicapé. Tu braves tous ces obstacles qui se trouvent devant toi.
Ces initiatives viennent compléter les efforts du gouvernement. Mais malgré ces avancées, de nombreuses préoccupations des personnes handicapées restent partiellement satisfaites. La société civile est interpellée pour lever les obstacles persistants et permettre à ses citoyens de jouir pleinement de leurs droits. Déficients visuels, auditifs ou moteurs et bien au-delà, chacun de ces parcours raconte une leçon de courage et écrit un chapitre inspirant de l'histoire du handicap au Cameroun. Ces vies sont autant de témoignages de résilience, mais aussi le rappel d'une réalité tenace. L'accessibilité et l'inclusion demeurent des combats quotidiens. Certes, des avancées législatives et culturelles ont vu le jour, marquant des progrès notables, mais elles restent insuffisantes pour garantir une égalité réelle et une participation pleine et entière de la société. Alors qu'un vent de changement semble souffler vers une meilleure reconnaissance de la diversité, une question essentielle subsiste. Le handicap sera-t-il un jour perçu non plus comme une différence à compenser, mais comme une richesse humaine à part entière? Une question qui, plus que jamais, interpelle notre société et appelle à l'action.